Salut, mais bonjour à tous. Bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Et puis, ma pensé vacances a bien commencé. Hein? En tout cas, de notre côté, nous allons parler justement de personnes pratiquement, n'est-ce pas, qui, même pendant les vacances, des fois, sont mobilisés. Voilà. Nous allons donc retrouver sans plus tarder Valérie Vertal-Loriot, qui est secrétaire académique du SNES FSU. Bonjour, madame. Bonjour, Michel. Toujours un plaisir d'être avec vous, en tout cas. En tout cas, Valérie, justement, ce que je viens de dire, est-ce que, effectivement, lorsqu'on est parti en vacances, les corrections sont terminées, tout ça, est-ce qu'on est, on est enseignant? Est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on peut disposer de son temps, faire toutes les affaires? Oui, on peut disposer de son temps, naturellement. On est toujours, avant le 14 juillet, à disposition de l'État pour toutes les corrections, etc. Cependant, après, on peut disposer de son temps. Il y a des vieilles réglementations qui font que on est censé demander l'autorisation de quitter le territoire. Mais maintenant, personne ne le fait plus, naturellement. Les choses ont tendance à se lisser. Mais bon, en tout cas, en tant que syndicaliste, on est toujours sur le pont. Ce matin encore, je faisais des courriers à la rectrice parce que voilà, il y a des choses à régler pour les personnels, même pendant les vacances en tout cas. Mais en particulier, toi, la syndicaliste, est-ce que tu es tenu à avoir certaines obligations, à faire le point réellement sur tout ce que tu as à faire avant de partir en vacances? En général, on ferme l'organisation avant le 14 juillet, donc à peu près le 13, la veille, et puis on reprend vers le 20 août, en sachant que, bien évidemment, on regarde au quotidien nos messageries et qu'il y a des problèmes urgents à régler. Et pas plus tard que tout à l'heure, j'étais en train de régler des problèmes et faire des réponses au rectorat notamment. Donc ce sont des choses que... Voilà, on ne va pas se plaindre non plus. Hein. On aime ce qu'on fait et on est là pour la défense des personnels. Bien sûr qu'on a aussi besoin d'un petit peu de repos en tout cas. Voilà, donc on va faire un petit flashback. On revient à l'époque, on va dire en temps. Ah, maman, comme ça, petit bonhomme, si vous ne pouvez pas travailler à l'école, ça sent bon, non, on va y aller. Donc, où tenez des métiers qui plus ou moins t'es prédestinés, ou professeur, ou docteur, etc. Il y avait déjà des plans de carrière tout tracés par les vacances. Mais la vocation même d'enseignant, Valérie, est-ce que tu penses que c'est donné à tout le monde, ça? Alors, c'est-à-dire qu'on dit beaucoup de choses extrêmement négatives sur le métier. Il y a des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles. Mais je crois profondément que la plupart des collègues, des gens qui passent ce concours-là, ont envie de travailler. Parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement... j'ai envie de dire agréable, mais travailler avec la jeunesse, c'est quelque chose d'extrêmement important à nos yeux. Et la plupart des gens qui travaillent avec la jeunesse font le choix de travailler avec la jeunesse. Et puis, j'ai eu l'impression d'avoir vu, en tout cas dans ma vie, que les enseignants étaient des gens qui restaient assez jeunes dans leur tête. J'ai deux parents qui ont été enseignants et j'ai toujours vu mes parents, même si mon père est disparu aujourd'hui, mais très très jeunes dans leur tête parce que avoir ce contact quotidien avec la jeunesse, c'est quelque chose qui est important. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile, les conditions de service sont de plus en plus difficiles et il y a des conséquences à ça. Voilà, donc côté transmission, effectivement, c'est une vocation. On va pas dire que c'est un sacerdoce, mais c'est une vocation. En tout cas, il y a des gens qui aiment transmettre. Alors là, nous allons voir faire tout ça. Et puis là, maintenant, on arrive là. C'est justement une des raisons de ta présence ce soir-là ici. On fait tout ça. On se sacrifie, on va faire des études, etc. On passe des concours. Mais est-ce que finalement, au bout du tunnel, la rémunération est intéressante, on va dire? On a beaucoup parlé de rémunération au moment de la grève, notamment des retraites. On a beaucoup parlé de la rémunération des enseignants et l'ancien ministre Blanquer, qui avait encore fait des promesses, n'a pas tenu ses promesses concernant cette rémunération parce qu'il faut savoir que la rémunération des enseignants français est l'une des plus basses de l'OCDE. Donc, c'est clair pour tout le monde qu'il y a des choses à faire. Il faut aussi dire, et de manière complètement transparente, que ce n'est pas exactement la même chose chez nous, en Martinique, puisque nous bénéficions des 40% de vie chère. Mais s'il y a 40% de vie chère, c'est que la vie est chère. Et souvent, les enseignants sont des soutiens de famille en Martinique et qui aident leurs familles, leurs enfants, mais aussi des fois les parents. Et il y a aussi des besoins d'amélioration des salaires, en tout cas. Des salaires, en tout cas, effectivement, parce que les gens qui ne connaissent pas, enfin... C'est un vieil enseignant à la retraite, un pauvre vieillard qui vous parle. C'est pas évident. Justement, travailler énormément, il y a les 40%, etc. Mais là, justement, est-ce que tu penses que la vie a augmenté considérablement actuellement? Alors, tous ces enseignants-là qui travaillent, est-ce qu'ils sont considérés comme tels? Parce qu'on voit, il y a ce côté-là,
Mais il y a les risques également qu'on prend, hein, parce que j'ai connu cette époque-là. Hein, oui, il y a des risques, il y a de plus en plus de choses qui se font dans les établissements, d'agressions qui se font dans les établissements. Et malheureusement, toutes ces agressions ne remontent pas toujours au rectorat parce que beaucoup de chefs d'établissement, il faut le dire, ne veulent pas faire de vagues. Et d'ailleurs, on avait développé cet hashtag au SNES, pas de vagues, où les gens disaient ce qu'ils vivaient au quotidien dans les salles de classe. C'est-à-dire qu'il y a d'énormes difficultés, mais aujourd'hui, il faut absolument considérer que oui, les gens aiment ce qu'ils font, mais il y a ces difficultés-là, il y a ces agressions qui peuvent venir des élèves, qui peuvent venir des parents d'élèves aussi, qu'il y a énormément de pression de la part des directions qui font qu'aujourd'hui, il y a une espèce de sinistrose dans le métier malgré cette augmentation de 3,5% qui a été décidée par le gouvernement dernièrement. Alors, je vais parler également du climat qu'il y a actuellement, parce qu'on a affaire à une jeunesse, enfin à une montée de génération qui n'est pas conventionnelle comme les autres avant, parce qu'avant, un professeur, un instituteur, c'était quelqu'un de sacré, hein. Dans le village, tu avais le curé, le maire, et puis après, oui, cette trilogie, si tu veux, c'est pas respecté tellement maintenant. Alors, on va parler salaire. J'ai fait ma formation, j'ai fait une école normale, je suis professeur des écoles. Nous, on idée. Ça débute à combien, un professeur des écoles? Un professeur des écoles débute à 1,4 SMIC. Voilà, avec un bac plus 5, plus, pas chez nous, hein, puisqu'il y a les 40%, ouais. Mais au niveau national, c'est 1,4 SMIC. Donc, traduction, avec un bac... nos traductions en euros, tu touches à peu près combien mille? Ça doit être non, même pas 1,4 SMIC au niveau français, c'est à peu près entre 1400 et 1600 euros. C'est ça. Au début. Alors bien sûr, oui, et un enseignant certifié aussi, puisque les grilles de salaire sont exactement les mêmes. Donc, il faut bien réaliser que quand on vit en France avec et notamment les jeunes, ils sont souvent dans la région parisienne. Il faut le savoir aussi, ils sont souvent dans la région parisienne avec des loyers extrêmement élevés, et on peut dire véritablement qu'il y a des travailleurs pauvres. Qui sont des enseignants. Donc, les choses, bien sûr, chez nous, c'est différent. Comme je disais tout à l'heure, il y a les 40%. Non, les 40%, ça fausse tout. Ça fausse les choses. Mais il y a de vrais travailleurs pauvres qui sont des enseignants au niveau national. Et c'est dans cette optique qu'il y a eu cette augmentation de 3,5% de la valeur du point d'indice. Mais il y a une question. Enfin, on a parlé justement d'enseignants, de jeunes enseignants qui arrivent, etc. Dans la Seine-Saint-Denis, il y a des endroits avant de montant qui s'appelaient des zones d'éducation prioritaire. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un indice qui s'améliore en fonction de ces conditions de travail-là, En fonction de l'endroit où on travaille, il y a des primes. Et notamment une prime, celle de l'éducation prioritaire. Mais à part ça, c'est connu aussi qu'au sein de la fonction publique, les enseignants sont ceux qui ont le moins de primes. Par exemple, dans la police, je sais qu'il y a beaucoup plus de primes que chez nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bien payés dans la police, ce n'est pas de ça dont je veux parler. Je veux dire tout simplement qu'ils ont des primes, qu'une partie de leur salaire est faite de primes. Alors que chez les enseignants, il y a ce que l'on appelle les ISO, les indemnités de suivi et d'orientation, c'est-à-dire que pour être professeur principal, pour pouvoir faire les bulletins, etc., faire le suivi et l'orientation des Les réunions pédagogiques sont payées aussi. Hein. Alors, les conseils de profs, par exemple. Non, elles ne sont pas payées. Il faut savoir que ça fait partie de l'ORS, des obligations réglementaires de service. Les conseils de classe. Alors, les conseils de classe, ce ne sont pas les conseils de classe qui sont pas payés précisément les conseils de classe, ce sont les ISO, les indemnités de suivi et d'orientation qui sont rémunérées. Alors dedans, il y a les conseils de classe, il y a les bulletins, il y a plein de choses. Mais on ne peut pas dire que je vais à un conseil de classe, je suis rémunéré. Non, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Mais il y a un aspect sur lequel je tenais à t'interpeller, justement. Un enseignant considère le professeur qui vient à son cours, etc. Monsieur Timo qui a fait histoire. Mais il y a une préparation. C'est-à-dire que le potentiel des heures qu'on a devant les élèves, il faut pratiquement le multiplier par 2. Alors, c'est reconnu aussi qu'un enseignant fait à peu près 41 heures de travail par semaine entre la préparation des cours
et les corrections. Même s'il ne fait que 18 heures face aux élèves. 18 heures pour un certifié dans le second degré et 15 heures pour un agrégé. Donc, mais c'est reconnu que pour pouvoir faire ses cours, faire les corrections, etc., c'est une moyenne de 41 heures à peu près de travail par semaine. Travail effectif, quoi. De travail effectif. Ouais. Alors là, on constate évidemment que là maintenant, tu m'as parlé, je ne vais pas dire d'une certaine démission, mais est-ce qu'on peut comprendre la motivation des jeunes enseignants actuellement? Il y a toujours de la motivation, même si beaucoup de personnes considèrent que les conditions de service sont tellement difficiles que c'est un métier qui est de plus en plus difficile, mais on voit aussi qu'il y a de plus en plus peu d'étudiants passent les concours d'enseignement. Par exemple, cette année, il y a entre 4 000 et 5 000 postes qui sont offerts au concours qui n'ont pas été pourvus. Et c'est l'une des conséquences directes, est le fait que nos stagiaires qui avaient l'habitude d'être stagiarisés en Martinique, cette année partent. Sur 55 personnes qui ont réussi au concours dans l'éducation cette année, il y en a seulement 15 qui restent sur le territoire. Parce que tout simplement, le ministère répartit la pénurie. Puisqu'il y a tellement de gens, aujourd'hui, il manque tellement de gens dans l'éducation. Hier, j'étais en communication encore avec une jeune qui est nommée à Reims. Qui est nommée à Reims, qui est stagiaire, qui sera stagiaire au 1er septembre, qui a 3 enfants et qui est nommée à Reims. Vous imaginez, j'entends la répartition de la pénurie, mais en Martinique, nous ne sommes pas comme n'importe quelle académie en France. On devrait aussi faire attention au fait que c'est 7000 kilomètres. J'entends souvent cet argumentaire qui consiste à dire les gens savent, ils passent un concours national. Ouais, mais ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas aussi simple. Les gens, ils ont des familles. Les gens, ils ont aussi à gérer une situation personnelle qui n'est pas toujours facile, avec des séparations avec les papas, par exemple, qui fait que quand on part avec ses enfants, les enfants sont séparés de leur papa en termes de territoire. C'est pas comme si on était en France et qu'on peut prendre le train pour aller voir ses enfants. Donc, il y a de vraies difficultés qui sont posées par le fait que nos stagiaires, notamment, mais aussi nos néo-titulaires, sont nommés sur le territoire national. Sans langue de bois, alors là je fais, toi tu n'as pas ta langue dans ta poche. Est-ce qu'on peut parler à la limite de chantage? J'ai pas l'impression. Si vous parlez point, pas point, si vous point, c'est comme ça. Je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse de chantage, mais il faut bien savoir que pour l'éducation, pour la fonction publique, nous sommes des numéros. On t'envoie là, peu importe tout ce qui est humain derrière, etc. J'ai l'impression qu'ils s'en fichent. Les ressources humaines au niveau de l'éducation nationale sont un vain mot. Les ressources humaines, moi je vois comment on traite les gens. Vraiment, il y a d'énormes efforts à faire en matière de ressources humaines. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans les ressources humaines, on s'inquiète de la règle. Point. On ne s'inquiète pas de l'humain. Ça s'appelle bien ressources humaines. On s'inquiète que de la règle. Non. Derrière, il y a des gens. Et il y a des souffrances personnelles. Et c'est ça qu'on essaye de faire comprendre, notamment parce qu'on est souvent en communication avec les ressources humaines du rectorat, mais bien évidemment le national avec les ressources humaines du ministère. Mais l'humain a complètement disparu dans la gestion des personnels. Mais là, justement, tu as un problème qui va beaucoup plus loin. C'est un problème d'éthique. Tu vois ? J'ai fait des études, j'ai fait des formations, je me suis donné. Est-ce qu'on considère vraiment ce corps-là comme des... Non, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sinistrose dans ce métier-là parce qu'on a l'impression justement de ne pas être considéré. C'est comme un pion. Hein, on n'est pas considéré par notre ministre. On se rappelle de Blanquer à quel point il a été détesté. Je pensais que je crois que on a vu des vertes et des pas mûres. On en a vu des vertes et des pas mûres qui nous envoient des ordres depuis Ibiza. Enfin bref. On n'a pas l'impression d'être considéré. On a eu des recteurs très difficiles. Aujourd'hui, les choses, on attend de voir un petit peu pour savoir si notre nouvelle rectrice va gérer les choses de la même manière. Mais le précédent recteur, vraiment, les relations étaient extrêmement difficiles avec lui, même si ça s'est amélioré à la fin de
de son service, on va dire les choses comme ça. On n'est pas considéré, il nous manque aussi de la considération de la part des chefs d'établissement. En fait, on a l'impression que chacun a beaucoup de pression et que chacun met la pression sur les personnels qui sont à sa charge. C'est ça, en fait. C'est une pression. Voilà, c'est une pression descendante. Des dominos, ouais. Une pression descendante. Ouais. Et voilà, ça arrive jusqu'à nous et on sent cette pression. Bien évidemment, je ne dis pas que tout le monde met la pression sur tout le monde, mais enfin, ce n'est pas particulièrement facile. De plus en plus, les collègues, on voit beaucoup de burn-out. Nous sommes une organisation syndicale, donc on a souvent l'aspect négatif du métier qui vient vers nous, parce que souvent, malheureusement, c'est quand on a des problèmes que l'on vient vers le syndicat, alors qu'on dit au quotidien qu'aller vers le syndicat, c'est s'informer avant tout, avant d'avoir des problèmes. C'est s'informer des évolutions de son métier. C'est recevoir un journal chaque semaine. Le SNES écrit beaucoup, le SNES travaille énormément. C'est recevoir presque chaque semaine un journal qui va permettre de savoir ce que quelles sont les évolutions du métier. C'est participer à des stages. Nous, on a une politique de stage qui est effarante. On fait au moins 5 stages avec la venue d'un militant national par an dans nos locaux pour informer les collègues. Mais on a l'aspect négatif parce que les gens, quand ils viennent au syndicat, c'est qu'ils ont un problème en général. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de dépression dans ces métiers-là, et on essaye véritablement de tenir les gens informés de leurs droits. Il faut qu'ils connaissent leurs droits pour ne pas se faire marcher sur les pieds. Tu as parlé de quelque chose de très, très, très important, la prise de conscience des enseignants eux-mêmes. Toi, tu défends des enseignants. Lorsque vous lancez les mots d'ordre de grève, tout ça, est-ce que tu as l'impression que la mobilisation, effectivement, ça les interpelle? Alors, la mobilisation interpelle. Je crois que tout le monde reconnaît aussi que les syndicats travaillent derrière. Elle interpelle, mais aujourd'hui, il faut le dire aussi, il y a beaucoup d'individualisme. Et puis, les gens réfléchissent aussi par la bourse. Quand on fait grève dans l'éducation, on est prélevé d'un 30e de notre salaire. Donc, ce n'est pas toujours facile non plus pour certains. Ce n'est pas toujours facile parce que, comme je le disais tout à l'heure en entrée de propos, les gens sont soutiens de famille, ils ont des obligations financières, etc. Donc, ils ont des enfants, etc. Mais j'ai envie de dire aussi, de toute ma carrière, j'ai toujours fait grève. Et ma mère m'a dit un jour, Valérie, j'ai toujours fait grève. Je n'ai pas l'impression d'être plus pauvre que ceux qui n'ont jamais fait grève. Donc, je crois qu'il faut aussi être en capacité de se dire qu'il y a cette conscience que l'on doit avoir. Pas de professionnel, puisque les gens, ils font leur travail, mais conscience de la lutte collective. En fait, les gens, ils n'ont pas l'impression que la lutte collective sert encore. Alors que c'est quand on est des milliers de personnes dans les rues qu'on est capable de faire pression. On l'a bien vu pour les contrats aidés. On l'a bien vu pour les contrats aidés. On l'a bien vu pour les retraites. Donc, je crois qu'il faut redonner confiance dans la lutte collective. Et petit à petit, avec tous les stages qu'on met en place, les gens se rendent compte que, quand on est plusieurs au sein d'un établissement, et quand on est en capacité de faire pression, on arrive à obtenir ce que l'on veut, en fonction, bien sûr, du droit. Alors, il y a un petit aspect également que je voudrais aborder avec toi, c'est pendant la Covid ou le Covid, comme tu veux, le distanciel. Est-ce que tu penses que c'est efficace? Alors aujourd'hui, grâce au Covid, on s'est rendu compte que l'école, c'est du présentiel. C'est pas du distanciel. Voilà. Et on s'est rendu compte qu'il y a bien évidemment une évolution qui fait qu'il y a certaines choses que l'on peut faire en distanciel, mais 90% de ce qu'on a à faire est toujours mieux en présentiel. Parce qu'on avait aussi des enfants qui se connectaient et puis qui se levaient, qui faisaient leurs affaires dans la maison. C'est ça aussi. Ils étaient juste connectés et n'écoutaient pas du tout ce qu'on faisait en distanciel. Donc aujourd'hui, en tout cas, si la crise sanitaire a amené une chose de positive, en tout cas dans notre métier, c'est qu'on réalise que l'école, c'est du présentiel et non du distanciel. Mais enfin, on va aller encore plus loin. Lorsqu'on fait de l'éveil, on est dans les petites classes, les apprentissages fondamentaux, tu ne trouves pas que le présentiel, il est inévitable? Alors, je ne suis pas une spécialiste du premier degré, donc de l'enseignement primaire, mais je crois profondément que c'est important. Vous imaginez un enfant qui est en CP et qui fait du distanciel? Non, mais sérieux, si le parent n'est pas à côté, parce qu'il faut aussi cet accompagnement.
Donc moi, j'ai Mais du tu as un mal à rapport humain, l'imaginer. par exemple, la pâte de ça, les sons, tu as mal à des bouches, La des bouche, exactement. Mais il n'y a pas que ça. On passe dans les rangs, on regarde ce qu'il a recopié, on regarde s'il a bien fait la lettre, et on regarde ce qu'il fait. On passe dans les rangs, il l'interpelle. Madame, je n'ai pas compris telle chose, alors que c'est pas exactement la même chose qui se passe quand on est en distanciel. Il faut lever le doigt. En fait, ce n'est pas exactement le même rapport à l'élève. Et moi, je crois profondément que nous avons un métier de présentiel. On a un métier de contact. On a besoin d'être en face des enfants pour pouvoir travailler le mieux que possible, en tout cas. Mais c'est ça justement. Enfin, c'est un retraité qui te parle. La passion, ça vient de ça, des contacts, du souci de transmission, de l'éthique propre personnelle. OK? Donc, on arrive en fin d'émission. On a parlé, tu étais venu pour nous parler de rémunération des enseignants. On a fait un petit peu un survol. Là, tu vas t'adresser à la caméra maintenant. Bah, un petit message. Qu'est-ce que tu aurais aimé leur dire? Aux enseignants, aux parents, aux élèves, toute qualité. Je crois que nous appartenons à un métier qui vraiment est dans la bienveillance vis-à-vis des élèves. Concernant la rémunération, je dois dire à mes collègues que c'est un premier pas, c'est 3,5% d'augmentation du point d'indice, c'est un premier pas, mais ce n'est pas exactement ce qu'on demandait. Il ne faut pas oublier que nous sommes à 5% d'inflation et que bientôt, très bientôt, juste après les vacances, on sera déjà à 7% d'inflation. Donc que ce n'est pas assez et que nous, en tout cas, à la FSU, nous demandons un travail au ministère sur les grilles salariales aussi, sur les évolutions de carrière. Mais en tout cas, que nous faisons le maximum que l'on puisse faire pour bien évidemment venir au secours de nos élèves martiniquais qui seront notre pays, mais aussi de nos collègues, et nous écoutons leurs souffrances au quotidien en tout cas, et on essaie de régler les choses. Merci Valérie Attal-Loriot, secrétaire académique du SNES FSU. Je pense que ça ne va pas vous gâcher les vacances tout ça. Bonnes vacances à tous, à la rentrée, à plus.